Je vous salue. Je suis une femme d'une quarantaine d'années, résidant en Louisiane. Je suis la fille aînée d'une famille financièrement défavorisée. Malheureusement, en raison de notre situation économique, je n'ai pas pu poursuivre d'études supérieures. Par conséquent, je me suis retrouvée à travailler comme comptable dans une usine de gâteaux de poisson pendant plusieurs années pour gagner ma vie. Malgré mes efforts, il était difficile d'économiser de l'argent car je devais subvenir aux besoins de ma famille. Malheureusement, mon père est décédé prématurément, me laissant la responsabilité du bien-être de mes frères et sœurs. Pour être honnête, il ne me manque pas, car il était alcoolique et irresponsable. Ma mère, quant à elle, était une femme au foyer sans grande compétence, qui s'est reposée sur moi jusqu'à ce que mes jeunes frères atteignent l'âge adulte. Sans crédit et avec des ressources limitées, j'ai assumé la majeure partie de la charge financière de notre famille. Néanmoins, mon frère cadet, qui avait un peu moins d'âge que moi, possédait une intelligence remarquable et a été accepté à l'université. J'ai donc financé ses frais de scolarité pendant 4 ans. Heureusement, il a également travaillé tout en étudiant, ce qui a permis d'alléger la charge financière. Bien que j'aie une vingtaine d'années, je ne pouvais pas m'offrir un luxe élémentaire comme un hamburger, étant donné mes finances serrées. S'habiller comme mes amis n'était qu'un rêve lointain. Heureusement, mes jeunes frères ont mûri tôt et ont commencé à travailler, ce qui a considérablement allégé mes responsabilités. Lorsque j'ai eu 27 ans, j'ai entendu l'adage suivant: on est ce que l'on fait de manière répétée. Comme je n'avais jamais pris l'habitude de faire des dépenses personnelles, j'ai eu du mal à comprendre comment dépenser de l'argent pour moi une fois que je n'aurais plus à m'occuper des autres. Finalement, j'ai trouvé le courage de me rendre dans un salon de beauté et de m'offrir une coiffure permanente. Auparavant, la seule option abordable était une simple coupe de cheveux lors de mes rares visites. J'avais l'habitude de tailler moi-même ma frange à la maison. Cependant, après avoir subi une permanente et regardé mon reflet dans le miroir, j'ai été ravie du changement. C'est alors que j'ai réalisé que mon nouveau rêve était de devenir coiffeuse professionnelle. Poursuivre dans cette voie me permettrait de profiter des permanentes sans dépenser d'argent. J'ai donc commencé à travailler en semaine tout en suivant des cours d'esthétique le week-end, pour finalement obtenir ma licence d'esthéticienne. Pour être honnête, l'épuisement physique était écrasant, mais dès que j'ai eu ma licence, j'ai eu l'impression de m'élever dans le ciel. Afin d'acquérir de l'expérience et d'asseoir ma carrière, j'ai commencé à travailler dans un salon de beauté de taille moyenne. Il est intéressant de noter que mon premier client pour une coupe de cheveux était mon mari. Naturellement, j'étais très nerveuse et j'ai malheureusement mal géré sa coiffure. J'ai involontairement laissé une coupe inégale, ressemblant à un petit trou circulaire dans son cuir chevelu. Naturellement, je m'attendais à sa colère et, au pire, à la possibilité de perdre mon emploi. Cependant, à ma grande surprise, la réaction de mon mari a été d'une gentillesse inattendue. Il m'a assuré que ce n'était qu'un cheveu, qui repousserait de toute façon. Au lieu de cela, il a proposé que nous prenions une tasse de café ensemble. Profondément désolée, j'ai accepté et nous avons partagé un café. Avec mon conjoint, j'ai établi un lien qui m'a permis de le comprendre vraiment. Il était de 3 ans mon aîné et travaillait dans la construction intérieure. Il avait un sens de l'humour étonnant qui me faisait rire sans cesse. J'avais l'impression de le connaître depuis longtemps. Il m'a avoué que, malgré le manque d'argent, il était toujours resté sincère, car il était trop préoccupé par son gagne-pain pour chercher à nouer des relations. Mon mari ressemblait à mon premier amour, et c'est ainsi que notre relation amoureuse a commencé. Au bout de 3 ans, nous nous sommes mariés avec l'argent que nous avions économisé. J'ai ouvert un petit salon de beauté dans notre quartier et mon mari s'est gracieusement occupé des travaux d'intérieur, ce qui nous a permis d'économiser une somme substantielle. Cela m'a permis de me sentir encore plus liée à l'entreprise. La famille de mon mari, tout comme la mienne, n'est pas issue d'un milieu prospère. Nos parents étaient tous deux agriculteurs dans des zones rurales et n'étaient pas en mesure de nous apporter un soutien financier. C'est pourquoi mon mari et moi avons travaillé avec assiduité, même le dimanche lorsque les autres se reposaient.
Grâce à nos efforts combinés, nous avons finalement réussi à acheter un modeste et ancien appartement en copropriété avec l'aide d'un prêt. Au bout de 5 ans, nous avons pu échapper à l'enfermement d'une location en sous-sol et acquérir notre propre maison, bien que modeste. C'était un sentiment exaltant. Avec un foyer stable, nous avons commencé à envisager d'avoir un enfant, mais sans projet précis. Cependant, un jour, ma belle-mère m'a contacté, me révélant qu'elle avait co-signé un prêt bancaire pour son cousin et qu'elle était maintenant confrontée à la perte imminente de sa propre maison. Avec regret, elle m'a expliqué que nous étions son seul espoir d'obtenir de l'aide. Elle nous a supplié, reconnaissant que nous n'avions pas les moyens de l'aider, alors que nous l'avions généreusement soutenue par le passé. À contre-ségur, j'ai accepté de l'aider une fois de plus. J'avais évité de m'impliquer dans ces questions. Mais ma belle-mère avait à plusieurs reprises profité de notre situation financière pour des occasions telles que les mariages des frères et sœurs de mon mari et divers événements familiaux. Elle était consciente de notre budget serré mais le justifiait toujours en soulignant que nous n'avions pas de dépenses supplémentaires dues à l'absence d'enfants. Elle a promis de ne pas nous demander d'aide si nous avions des enfants et m'a demandé de ne pas informer mon mari de sa demande. Cette demande a touché une corde sensible en moi, car au fond de moi, je me sentais coupable de ne pas pouvoir avoir d'enfants. J'ai fini par céder et j'ai accepté de résoudre la crise financière de ma belle-mère. À cette époque, je me suis retrouvée à travailler sans relâche en raison d'un afflux de clients réguliers. Malheureusement, la charge de travail excessive a fini par avoir raison de moi, et je me suis effondrée et j'ai perdu connaissance alors que je servais mes clients au salon. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital en ambulance, mais je n'en ai gardé aucun souvenir. Lorsque j'ai repris conscience, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital, attendant l'évaluation du médecin. D'un air sombre, le médecin m'a annoncé une nouvelle choquante. Apparemment, je ne savais pas que j'étais enceinte et j'étais au début de ma grossesse, qui s'est malheureusement terminée par une fausse couche. Le médecin m'a conseillé de faire d'autres examens et m'a exhorté à me reposer. Il était difficile de concevoir l'idée d'être enceinte alors que je n'en avais aucune idée. J'avais simplement supposé que mon retard de règles était dû au stress. Lorsque mon mari a appris la fausse couche, il a été accablé de chagrin. Le médecin a indiqué que j'avais un utérus fragile et que la fausse couche avait encore aggravé mon état, diminuant les chances de future grossesse. Je suis restée abasourdie et sans voix, et les larmes sont devenues mon seul réconfort. Je suis tombée dans un état de dépression, me retirant du monde extérieur et fermant même mon salon de beauté. Pour moi, le mariage ne consistait pas seulement à avoir des enfants. Tout ce que je désirais, c'était la présence de mon mari, sans aucune autre préoccupation. Il nous suffisait de nous soutenir et de prendre soin l'un de l'autre pour trouver le bonheur. Ce sont les paroles réconfortantes de mon mari qui m'ont sauvée du désespoir. Nous avons donc persévéré ensemble, en travaillant dur et en nourrissant notre amour l'un pour l'autre. Cependant, je savais que mon mari désirait des enfants. Chaque fois que nous allions faire des courses, ses yeux s'attardaient sur les enfants joyeux qui couraient dans le supermarché. Je faisais semblant de ne pas le remarquer. Je pensais que notre vie serait incomplète si nous n'étions que deux, alors j'ai décidé d'adopter un chiot dans un refuge. Le pauvre chiot avait été abandonné et ses yeux portaient le poids de son passé. Je lui ai donné encore plus d'amour, je l'ai appelé Piano et je m'en suis occupée comme s'il s'agissait de mon propre enfant. Je préparais des friandises biologiques pour Piano et les emmenais partout où j'allais. Puis, un jour, mon cycle menstruel s'est arrêté. Depuis ma fausse couche il y a quelques mois, je n'avais jamais manqué de règles. J'ai calculé les dates et envisagé la possibilité d'être enceinte. Ce n'était pas une infertilité totale, car il y avait encore une lueur d'espoir. Pour confirmer, j'ai consulté un gynécologue. Craignant de décevoir mon mari prématurément, j'ai passé un test rapide et j'ai attendu avec anxiété les résultats dans le cabinet du médecin. Pendant que j'étais assise, j'ai observé de nombreuses femmes enceintes qui montraient fièrement leur ventre en train de grossir. Je me suis rendue à l'hôpital pour un traitement plus approfondi, et mon mari est resté à mes côtés tout au long du processus. Il est devenu mon pilier de soutien, assistant à chaque rendez-vous médical.
me tenant la main dans les moments difficiles et veillant à ce que je ne me sente jamais seule dans ma lutte contre le cancer. Ensemble, nous avons relevé les défis de la chirurgie, de la chimiothérapie et de la radiothérapie. L'aventure n'a pas été facile, mais l'amour et le soutien indéfectible de mon mari m'ont donné la force de continuer à me battre. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais un fardeau et n'a jamais regretté sa décision d'être à mes côtés. Tout au long de mon traitement, nous avons partagé des larmes et des rires. Nous avons célébré les petites victoires et trouvé du réconfort dans la présence de l'autre pendant les jours difficiles. L'amour de mon mari est devenu ma source d'inspiration et de motivation pour ne jamais abandonner. Les mois se sont transformés en années, et peu à peu, ma santé s'est améliorée. Le cancer était en rémission et je suis à jamais reconnaissante à mon mari pour les soins et le soutien qu'il m'a apporté pendant ces jours sombres. Il ne m'a jamais quittée, même lorsque l'avenir semblait incertain et sans espoir. En réfléchissant à mon parcours, je me rends compte que l'amour véritable ne connaît pas de limites. L'altruisme et le dévouement de mon mari m'ont appris la véritable signification de l'amour et du partenariat. Il m'a soutenue pendant les heures les plus sombres et, ensemble, nous en sommes sortis plus forts que jamais. Aujourd'hui, je n'ai plus de cancer et notre amour s'est encore renforcé. Nous chérissons chaque instant ensemble, sachant que la vie peut nous réserver des défis inattendus. Nous avons appris à apprécier la beauté de chaque jour et à ne jamais nous considérer comme acquis. Je partage mon histoire non seulement pour inspirer d'autres personnes confrontées à des combats similaires, mais aussi pour rappeler à tous le pouvoir de l'amour et du soutien. Grâce à l'amour et au dévouement d'un conjoint, des miracles peuvent se produire et même les jours les plus sombres peuvent être surmontés. À tous ceux qui sont confrontés à leur propre combat, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Appuyez-vous sur l'amour et le soutien de vos proches. Ensemble, vous pourrez relever tous les défis qui se présenteront à vous. Mon mari avait l'habitude de me rendre visite à l'hôpital tous les jours, mais ces visites se sont progressivement espacées. Cependant, lorsqu'il venait, il était incroyablement gentil et attentionné à mon égard. Il s'efforçait de prendre des nouvelles des autres patients présents dans la chambre et leur apportait même de la nourriture et des boissons. J'ai souvent fait part à mon amie, qui venait me rendre visite, du dévouement de mon mari. C'est alors que mon amie s'est inquiétée, suggérant que mon mari avait peut-être une liaison. Elle m'a dit, « Je sais que ton mari n'est pas comme ça, mais de nos jours, beaucoup d'hommes sont infidèles. » Bien que j'ai assuré à mon amie que mon mari ne ferait jamais une telle chose, ces paroles m'ont fait remettre en question son comportement. C'est moi qui avais initialement encouragé mon mari à trouver quelqu'un d'autre. Mais je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si rapidement. Un jour, j'ai demandé à mon mari s'il était occupé ces derniers temps. Il m'a répondu qu'il avait beaucoup de travail et qu'il avait rejoint un groupe de randonneurs pour rester en bonne santé. Il m'a même dit qu'il voulait être en bonne forme pour s'occuper de moi. Lorsque j'en ai parlé à mon amie de passage, elle a immédiatement conclu que mon mari avait une liaison. Elle m'a dit, « C'est vraiment une liaison ? Pourquoi se mettrait-il soudainement à faire de la randonnée alors qu'il n'en faisait jamais auparavant ? Je ne m'attendais pas à cela de la part de votre mari. » Ces paroles m'ont fait hésiter et j'ai commencé à douter de mon mari, surtout compte tenu de mon état de faiblesse. Elle m'a également mise en garde contre l'injustice potentielle s'il m'arrivait quelque chose et que l'argent de l'assurance revenait à l'autre femme. Curieusement, sa déclaration m'a soulagée, comme si c'était une bonne chose pour lui d'avoir quelqu'un d'autre. Je ne suis qu'un être humain, après tout, et je ne pouvais pas nier que je me sentais blessée. Après le départ de mon ami, je me suis mise à réfléchir au genre de femme que mon mari pouvait fréquenter. C'est ironique, mais je souhaitais en fait qu'il ait trouvé quelqu'un de sain qui puisse lui donner un enfant. Le fait d'être resté longtemps à l'hôpital, entouré de malades, me donnait l'impression d'étouffer et d'être coincée. J'ai donc demandé à mon médecin l'autorisation de faire une courte pause et de passer quelques jours à la maison avec mon mari. Pendant cette période, j'ai sincèrement essayé de le convaincre de trouver le bonheur avec quelqu'un d'autre. Cependant, sa réaction m'a transpercé le cœur, car il m'a demandé de ne pas parler de ces choses, car elles le blessaient profondément. Je suis restée sans voix et j'ai pensé qu'il valait mieux que mon mari ne connaisse pas mes véritables pensées. Lorsque je suis finalement rentrée à la maison après ma pause, mon mari m'a accueillie avec bonheur, disant qu'il se sentait enfin de nouveau chez lui. Il s'est occupé de la cuisine,
préparant des repas nutritifs adaptés à la lutte contre le cancer. Malgré tout, j'ai exprimé ma gratitude, mais j'étais aussi un peu triste, car c'était la veille de mon retour à l'hôpital. Néanmoins, lorsque mon mari a évoqué son projet de partir en randonnée avec son groupe de marcheurs, j'ai décidé de le suivre secrètement. Mon intention n'était pas de porter un jugement sur sa liaison, mais plutôt d'éprouver de la curiosité pour cette femme, puisque c'est elle qui allait vivre avec lui. Tout ce que je voulais, c'était voir de mes propres yeux mon mari s'habiller en tenue de randonnée, avec son sac à dos rempli de tout ce qu'il avait préparé. Je l'ai donc suivi discrètement. Mon mari est monté dans le métro et a parcouru une bonne distance. Il a fini par descendre à une station connue pour ses sources d'eau curative et l'air frais des montagnes. Comme il l'avait dit, c'est là qu'il semblait avoir rendez-vous avec son groupe de randonneurs. À l'entrée de la montagne, mon mari a salué chaleureusement une femme. Bien que je n'ai pas pu entendre leur conversation, ils semblaient partager une forte camaraderie. La femme semblait avoir à peu près mon âge et, au premier coup d'œil, il était évident qu'il s'agissait de la femme qu'il avait vue. Contrairement à moi, elle avait l'air dynamique et en bonne santé, et dégageait une impression de chaleur. Je m'étais inquiétée de ce qui pourrait se passer si mon mari rencontrait une femme singulière, et je me suis donc sentie soulagée lorsque j'ai réussi à prendre discrètement une photo d'eux sur mon téléphone. Sans attendre, je suis retournée directement à l'hôpital. Quelques jours plus tard, lorsque mon mari s'est rendu à l'hôpital, je lui ai montré la photo que j'avais prise ce jour-là. « Chérie, je sais tout, alors ce n'est pas la peine de me le cacher. Je voulais que tu trouves quelqu'un de bien, et elle semble être une femme bien. Ne continue pas à nous rencontrer en cachette, et tu pourras vivre ta vie avec elle. » Je l'ai rassuré, en essayant de lui faire comprendre que mes intentions n'étaient pas celles qu'il pouvait supposer. Cependant, mon mari s'est mis en colère et est parti en trombe après avoir déclaré « Pourquoi m'as-tu suivi alors que tu devrais te concentrer sur ton traitement à l'hôpital ? Et si tu t'écroules à nouveau ?» Après cela, mon mari a cessé de se rendre à l'hôpital pendant un certain temps. J'ai ressenti de la tristesse, mais au fond de moi, je pensais que c'était la bonne façon d'en finir. Quelques jours plus tard, un homme m'a appelé, affirmant qu'il voulait parler à mon mari. Par curiosité, je me suis enquise de son identité et de la raison pour laquelle il cherchait mon mari. Il s'est présenté comme un entrepreneur chargé d'un projet de construction. Apparemment, mon mari l'avait mandaté, mais il n'avait pas réussi à le joindre et avait donc appelé le numéro figurant sur notre page d'accueil. J'étais perplexe quant au fait qu'il y avait des travaux de construction au milieu de tout cela. Mon mari avait cessé de travailler sur le chantier après s'être gravement blessé au genou. Aujourd'hui encore, il se plaint de douleurs au genou lorsqu'il pleut. J'ai demandé au grand bâtisseur de ne pas révéler cette information à mon mari et j'ai obtenu l'adresse du chantier. À ma grande surprise, il s'est avéré qu'il s'agissait de la même zone que celle où mon mari avait fait une randonnée. À cet instant, le souvenir de la femme que j'avais vue m'est revenu en mémoire. Dans la journée, j'ai réalisé que mon mari devait habiter près de l'endroit où nous nous trouvions. Déterminé à le rencontrer, lui et la femme, j'ai décidé de quitter l'hôpital immédiatement et de héler un taxi pour me rendre à leur adresse. Alors que nous approchions de la maison, qui semblait être située au milieu d'une montagne, le temps a commencé à se dégrader. Le chauffeur de taxi a exprimé son mécontentement, se demandant pourquoi je m'aventurais dans cette vallée montagneuse dans des conditions aussi défavorables. En levant les yeux vers le ciel sombre et nuageux, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle entre la pluie imminente et la morosité de ma propre vie. En sortant du taxi et en observant les environs, j'ai remarqué une petite cabane. Étrangement, je ne voyais ni mon mari ni la femme. Soudain, un rire de femme a rompu le silence. En suivant le son, je me suis dirigé prudemment vers la cabane, craignant de salir mes vêtements. Bien que je me sois préparé mentalement, le rire de la femme ne m'a pas apporté la satisfaction que j'attendais. Derrière la cabane, j'ai trouvé mon mari vêtu de sa tenue de chantier, travaillant assidûment avec des briques. À ses côtés se trouvait la femme que j'avais vue plus tôt, accompagnée d'un homme qui s'amusait à l'asperger d'eau boueuse. Bien que j'ai été déconcertée par cette scène singulière, il est devenu évident que mon mari travaillait, transpirant abondamment.
La situation qui se déroulait sous mes yeux me laissait perplexe. Lorsque les trois ont détecté ma présence, ils se sont immédiatement approchés de moi. C'est alors que la pluie s'est mise à tomber. Mon mari, lâchant les briques qu'il tenait, s'est précipité vers moi, stupéfait, accablé. Je me suis soudain senti étourdi et je me suis effondré sur le sol. Mon mari, d'un air bienveillant, m'a soutenu et m'a conduite dans la cabane. Il s'est rapidement excusé, regrettant de ne pas m'avoir fait part de ses intentions plus tôt. Il avait construit cette cabane pour me faire un cadeau d'anniversaire et voulait me faire une surprise une fois qu'elle serait terminée. J'ai appris que mon mari avait rassemblé divers matériaux naturels connus pour leurs propriétés curatives, dans l'intention de créer un sanctuaire où je pourrais récupérer après mon opération. Sous le coup de l'émotion, je n'ai pu m'empêcher de fondre en larmes. La femme, que j'avais soupçonnée à tort d'être l'amante de mon mari, m'a pris les mains et m'a réconfortée. Elle m'a révélé qu'elle aussi avait lutté contre le cancer dans le passé et qu'elle avait fini par en triompher. L'homme à côté d'elle était son mari. Tous deux comprenaient ma situation et avaient contribué à la construction de la cabane. Elle a partagé son propre parcours de guérison, expliquant comment le fait de vivre dans une cabane en terre avait contribué à sa guérison. À ses yeux, cette cabane devait être mon lieu de guérison, où je pourrais vivre avec elle pour le reste de ma vie, couvert de terre. Mon mari s'est approché de moi, le visage baigné de larmes. C'est alors que j'ai réalisé à quel point j'avais eu tort de douter de son amour pour moi. Ce jour-là, mes propres insécurités m'avaient fait croire qu'il avait une liaison. Submergée par une vague d'émotions, j'ai pleuré longtemps dans les bras de mon mari aimant et de mes nouveaux amis, très chers. Je dois avouer que j'ai été égoïste dans le passé. Cependant, je veux que tu saches que j'ai retenu la leçon. Je suis maintenant prête à affronter la chimiothérapie avec courage et à persévérer. Sachez que vous êtes la seule femme de ma vie et que je n'ai pas l'intention de chercher une autre compagne à l'avenir. En regardant par la fenêtre, j'ai remarqué que la pluie, qui n'avait cessé de tomber, s'était enfin calmée. C'était comme si le ciel clair reflétait le poids qui avait été enlevé de ma poitrine. D'une certaine manière, un sentiment d'espoir a envahi mon être. La cabane, construite avec amour et dévouement par mon mari, est maintenant terminée et se dresse gracieusement au milieu de son environnement terrestre. Je me demande si ces efforts sincères ont atteint les cieux, car mon état s'est progressivement amélioré. Je réside désormais dans cette cabane avec mon mari et notre fidèle chien, Piano. Heureusement, la chimiothérapie a donné des résultats positifs et je suis presque guérie. Cependant, je dois continuer à me rendre à l'hôpital pour des examens réguliers. Le cancer est une maladie perfide, sujette à des récidives, et nous devons donc rester vigilants à tout moment. Néanmoins, je suis convaincue que je le vaincrai, grâce à l'amour indéfectible de mon mari dévoué. Mon mari s'est transformé en un amant encore plus dévoué qu'auparavant, et son influence m'a encouragée à exprimer mon affection ouvertement, sans réserve. Lorsque j'ai reçu le diagnostic de cancer, j'ai cru que cela marquerait la fin de ma vie. Cependant, grâce à l'amour profond de mon mari, je chéris désormais chaque jour comme un cadeau miraculeux, rempli d'espoir pour l'avenir. N'oubliez pas que votre vie est elle-même un miracle. J'espère sincèrement que vous continuerez à accueillir chaque jour avec espoir et optimisme. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Votre soutien et vos commentaires avisés, ainsi que les commentaires positifs et les abonnements, représentent beaucoup pour moi. Je vous souhaite une merveilleuse journée.